Il est assis à ma droite comme Jésus à la droite du Père. Je vous l'avais présenté. Si vous ne l'avez pas vu, Stéphane Arinkwasou, bienvenue. Merci, merci Mauril. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici en plateau. À ma gauche, Oumar Aléanjou, bienvenue. Merci Maurice. Bonjour chers téléspectateurs à nouveau. Très heureux d'être là en tout cas. Bon, nous allons y aller. On va tout de suite... Est-ce qu'on fait politique ou on fait un autre sujet d'abord? On commence par la politique. Bon, les gens aiment beaucoup la politique. C'est avec la politique que les gens aiment bien faire leur part de choses, les avis et tout. On va demander à Rebecca. Rebecca, est-ce que nous pouvons aller avec la politique ou bien... forcément, il faut qu'on respecte les thèmes, l'ordre des thèmes. Bon. Alors, si vous nous le permettez, Rebecca, nous allons y aller. Alors, nous avons choisi comme thème numéro 1. On va donc parler, on va aller à l'événement précis, à la une de l'événement précis, qui nous dit que c'est un événement d'envergure qui a lieu ce week-end à Parakou, avec bien sûr l'investiture l'investiture du duo de candidats de la mouvance. Et vous le savez, lorsque un autre quotidien nous apprend que de l'autre côté, nous avons déjà combien? Près de 20 000 personnes qui sont attendu. Je me retourne vers vous, Oumar Aléanjou, Stéphane Arinkwasou, Parakou. C'est demain, le duo de candidats de la mouvance sera installé. Et le quotidien parle d'un événement historique. Est-ce que vous l'entendez de cette oreille? Évidemment, évidemment. Le confrère a bien fait d'avoir produit cette belle tétraille-là, événement d'envergure et historique, à mon avis, pour 3 ou 4 raisons. C'est ce qui va se passer demain à Parakou, c'est quand même le rassemblement des grandes formations politiques au Bénin. Ouais. Quand on parle du bloc républicain, quand on parle de l'Union progressiste, le renouveau, quand on parle du rassemblement de la Renaissance nationale, quand on parle de Moël Bénin, c'est quand même des formations politiques qui ne sont pas à négliger sur l'échiquier politique. Et donc, lorsque toutes ces formations politiques se retrouvent, n'est-ce pas, pour investir, je veux dire, leur duo candidat à la présidentielle, je pense que ça ne peut pas être un événement anodin. On peut donc imaginer la foule qui s'observera, l'effervescence populaire qui s'observera à Parakou demain. Ensuite, je pense également que c'est pour la toute première fois dans l'histoire politique de notre pays, si je ne m'abuse, à la faveur de la réforme du système partisan, que des formations politiques de façon quand même autonome ont décidé de porter des candidats. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quand même un événement historique. Est-ce une révolution? C'est une révolution parce que, par le passé... Révolution politique? Révolution politique, révolution au niveau de comment est-ce que les choses ont l'habitude de se passer dans notre pays sur le plan politique. C'est quand même des formations politiques. Contrairement à tout ce qui a pu circuler, c'est quand même des formations politiques qui ont choisi leur candidat, qui ont décidé de porter leur candidat. C'est déjà une réussite de la réforme du système partisan, à mon sens. Donc, c'est également, de ce point de vue-là, un événement majeur. Ensuite, voyez-vous, quand on prend les deux candidats qui veulent... D'abord, quand on prend la ville, elle-même, pas Parakou, c'est quand même une ville
carrefour. C'était des Koubrous, oui, ça, non? voilà, qui, à mon sens, relie, je ne vais pas parler du nord et du sud, mais qui quand même relie deux régions, n'est-ce pas, donc de notre pays. Et c'est un signal fort, à mon sens, de l'unité nationale qui sera retrouvée, n'est-ce pas, donc sur le plan politique à Parakou demain. Donc pour moi également, c'est un événement historique. Ensuite, lorsque nous voyons le profil ou le personnage, n'est-ce pas, donc de ce duo qui sera installé, forcément ça ne peut pas être je veux dire, anodin. Ensuite, je voudrais repréciser que c'est pour la toute première fois, par exemple, que Romuald Ouadaï sera présenté, n'est-ce pas, donc comme un acteur politique. Et ça, parce que tout le temps, il a été dans son bureau, technocrate dans son bureau. On ne l'a jamais vu sortir sur le plan politique comme ça. C'est pour la toute première fois. Et donc, ça ne peut pas être un événement anodin lorsqu'on veut présenter quelqu'un de cette facture-là à la face, n'est-ce pas, donc des populations, comme un acteur qui est désormais investi sur le chantier politique. Et donc, tout ça réuni, je me dis que ce n'est pas anodin et ça va être, je prédis que ça va être vraiment un événement quand même historique. Oumar Andjou, je me retourne vers vous. Oui, Stéphane Akhinokhosou parlait d'événements historiques, effectivement, et confirme donc ce titre de l'événement précis. Oui, il a dit que c'est pour la première fois que des formations politiques ont choisi des candidats quand même, malgré tout ce qui se dit. Mais est-ce véritablement un choix qui a été opéré dans les règles démocratiques où on parle de primaire et autres? C'est ce qu'on aurait voulu, même s'il y a eu consensus. Quel est votre regard sur... Oui, on peut dire oui, quelle que soit la manière dont ça a été fait. L'essentiel est que tous, ils se retrouvent, ils accordent leur violon quant à ce duo de candidats. Je pense que c'est historique, comme l'a dit Stéphane Akhinokhosou. C'est essentiel de pouvoir le rappeler. C'est la réforme du système partisan qui est en marche, qui est passée par là. Et donc, que vous soyez, je ne sais pas moi, un mouvement, je ne sais pas, politique, un parti politique qui, par le passé, venait comme ça, vous avez fait une déclaration, oui, on a choisi donc tel candidat, alors que vous n'avez pratiquement rien à voir avec la personne. Ça n'a plus, comment on appelle, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas où on se lève simplement en tant qu'individu, je soutiens telle personne, en tant que mouvement politique, je soutiens telle personne, en tant que formation politique, en tant que parti politique, je soutiens tel. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est des partis politiques qui sont retrouvés. Peu importe la forme, c'est vrai qu'on aurait aimé, en bon démocrate, que ce soit par exemple des primaires et tout ça, mais il n'y a pas eu de primaires, ils se sont entendus, ça a été donc, je ne sais pas moi, un consensus entre eux, et dès que le nom a été donné, presque tous ont dit voilà, nous sommes d'accord avec ça. En tout cas, ne serait-ce que dans le camp de la mouvance présidentielle, dans le cas de l'opposition, par exemple les démocrates, la manière de choisir est complètement différente. Voilà, donc ce qui se fait aujourd'hui à Parakou est de l'ordre de la symbolique. En ce qui concerne la mouvance présidentielle, ça a une grosse portée symbolique. Et c'est pourquoi peut-être que ces confrères-là parlent de quelque chose d'historique. Mais moi, je dis que ça reste historique essentiellement pour la mouvance présidentielle. C'est pour eux que ça reste très symbolique. Ils ont envie d'être ensemble, porter ensemble leur duo de candidats. Ça ne reste pas historique pour vous? Pas pour moi. Je vais dire peut-être pour l'opposition, par exemple. Pour tous ceux qui ne sont pas de la majorité présidentielle. Ils vous diront que non, mais écoutez, ça n'a rien d'historique. C'est vrai qu'ils sont bien soudés derrière leur candidat. Bon, c'est de bonne guerre, on va dire. Il faut apparaître soudé. Il faut montrer une certaine cohésion au sein donc, de la mouvance présidentielle. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de vouloir montrer. Oui. Donc ça reste quelque chose de très symbolique. C'est le départ, on va dire, de la campagne électorale. Oui. C'est le début donc du combat électoral et donc on monte dans l'arène un rang serré, bien ensemble. Je pense que ça aussi, ça compte essentiellement. Maintenant, Parakou, oui, pourquoi pas Parakou? Moi j'ai envie de dire, on aurait pu choisir une autre ville du Bénin. On ne peut pas tout faire non plus à Cotonou. Et choisir Parakou, c'est une bonne chose. C'est une grande ville carrefour. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui va se retrouver à Parakou. Ça sera pas, pour une fois, ça ne sera pas Cotonou. C'est déjà une très bonne chose. Bon, moi je pense que c'est ça l'essentiel. Vous avez dit une chose qui retient mon attention aujourd'hui, c'est tout le monde qui va se retrouver
à Parakou? Est-ce que tout le monde se retrouve à Parakou parce que on est d'accord avec le candidat, ou bien tout le monde se retrouve à Parakou parce que certains profitent pour se positionner déjà, pour montrer que nous avons été là, donc se positionner pour 2026? Quel est votre avis? Je pense que les deux hypothèses sont valables, parce que nous sommes dans un cadre assez particulier, dans un moment assez particulier de la vie politique. Aujourd'hui, il y a les législatives et les communales qui auront lieu juste avant la présidentielle. Donc, tout le monde a envie de faire bonne figure, de faire les yeux doux donc, à tous ces présidents-là de formation politique. Donc, on fera tout pour se faire visible. Et c'est normal qu'on soit là-bas. Pour la majorité présidentielle, c'est tout le gotha de politique qui soutient la majorité présidentielle qui va se retrouver aujourd'hui à Parakou. Parce que tout le monde a envie peut-être d'être positionné sur les listes électorales, envie d'être visible, parce que voilà, on ne fait pas de la politique rien que pour faire de la politique. On fait de la politique pour participer à la gestion de l'État. On fait de la politique pour pouvoir être élu un jour. Et se faire élire, ça passe déjà par ton nom inscrit sur la liste électorale. Et qui inscrit ton nom sur la liste électorale? Ce sont les dirigeants des partis politiques aujourd'hui au Bénin. Donc tout le monde doit être là, tout le monde doit être visible pour se dire, voilà, moi aussi je suis de la partie, je soutiens notre candidat, nous allons travailler avec lui ensemble. Et je pense que c'est de bonne guerre aussi à ce niveau. Personne ne voudra rester en arrière, tout le monde voudra se mettre en avant. Et je pense que c'est bon pour la majorité présidentielle de sortir comme ça, unis, comme un seul homme, pour aller donc au devant du public. C'est déjà une très 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 bonne chose. C'est l'avant-goût, on va dire, peut-être même de la campagne électorale. Parce qu'à un moment, oui, de la campagne électorale en ce qui concerne la présidentielle. Donc, à un moment, ils seront forcément ensemble et devront aller devant les populations, essayer de convaincre les populations, essayer de conquérir, comme j'aime le dire, le cœur donc des populations pour pouvoir donc avoir les voix qu'il leur faut pour donc briguer la magistrature suprême. D'accord. Stéphane, oui, on se retrouve à Parakou, tout le monde est à Parakou. En même temps, quand même, est-ce que vous pensez, on peut commencer par faire les projections, hein, 2026, est-ce que si ce candidat passait aux élections, est-ce qu'autour de lui, il y aura encore les anciens qui ont entouré Boniaï, qui ont entouré le président Talon? Est-ce qu'il y aura encore ces anciens ou bien qu'est-ce qui serait bien pour le pays? Je ne dirais pas de deviner, mais je vous demande, qu'est-ce qui sera bien? Est-ce qu'il faut encore fonctionner avec ces anciens ou une nouvelle équipe autour de celui qui sera élu pour pouvoir refaire l'affaire, que ce soit un candidat de la mouvance ou de l'opposition? Oui, je pense qu'avant de répondre à la question, oui, je voudrais dire rapidement quelque chose que par rapport à ce qui se fait aujourd'hui par la majorité, en fait, les formations de la majorité présidentielle, je pense que ces formations politiques se positionnent comme des formations, je veux dire, qui tracent la voie, qui montrent la voie. Parce que l'on a vu que ces formations politiques ces partis sont les premiers à avoir désigné leurs candidats. Donc, ils se sont mis à jour très tôt. Ils sont les premiers à investir leurs candidats pour montrer que quand on choisit un candidat, on crée une cohésion, une symbiose autour de ce candidat pour montrer qu'on veut le porter jusqu'à la victoire finale. Et je pense que la majorité présidentielle trace la voie à suivre et l'opposition n'a rien d'autre à faire que de suivre le mouvement. Le mouvement, c'est vrai. Ils ont dit que bon, ils ont leur stratégie, Ouma en parlait tout à l'heure, ils ont leur stratégie de désignation, mais on comprend que bon, quand on attend la dernière minute, ce n'est toujours pas bon signe de ce qui se passe à l'intérieur. Bref, ce n'est pas ça le sujet. Je veux revenir à ta question pour dire que c'est vrai, si on doit partir de l'existant pour faire des projections, on va dire que tous ceux qui se retrouvent là-bas, qui se mobilisent autour de cette candidature-là, forcément, c'est pour se repositionner. C'est pour se repositionner, pas parce que Oumar l'a souligné, on ne fait pas la politique pour les beaux yeux de quelqu'un, il faut partir
participer à l'action politique en étant à des endroits stratégiques. Et pour le faire, c'est par les élections, c'est par les nominations. Donc il faut pouvoir être positionné pour participer à l'action politique, pour participer, n'est-ce pas, donc à la gestion. Maintenant, est-ce que le candidat qui sera investi, une fois que le peuple va le porter, est-ce qu'il va fonctionner avec les mêmes personnes? J'ai comme habitude pour dire que lorsqu'on dit que Romuald Wadayi incarne la continuité, je suis d'accord. Évidemment, il incarne la continuité parce qu'il a la maîtrise de la gestion du pouvoir d'État. Il a appris aux côtés du chef de l'État, il a été au cœur de toutes les réformes. Mais j'estime que cette continuité ne peut pas être une continuité mécanique où il va reproduire mécaniquement les mêmes schémas comme si... Donc une continuité avec une continuité oui, dans une rupture technique. Dans une rupture, au-delà de la rupture, dans une certaine authenticité. Parce que qu'on le veuille ou non, Romuald Wadayi, c'est Romuald Wadayi. Il n'a pas la même personnalité que le président Patrice Talon. Il n'a pas la même posture, la même analyse, n'est-ce pas, donc, des choses. Est-ce qu'il va travailler avec qui? Il ne travaillera pas avec des gens qui descendront du ciel. On ne connaissait pas, par exemple, il y a 10 ans, un certain Romuald Wadayi. Ouais. Aujourd'hui, on le connaît. Qui a fait qu'on le connaît? C'est le président Patrice Talon. Ouais. Et donc, peut-être que Romuald Wadayi, dans son sac, dans son truc là, il a également d'autres personnes qui... Oui, voilà, qu'il va révéler. On ne sait jamais. Toujours est-il que il travaillera avec ceux qu'il estimera être, n'est-ce pas, donc ceux qui seront capables de l'aider à accomplir la mission, le contrat qu'il aura pris avec le peuple. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui, certainement qu'ils ne seront pas abandonnés par Romuald Wadayi s'il devient président, mais j'estime que ce ne serait pas le même schéma que Patrice Talon. Ils trouveront leur part, mais peut-être pas sous la même forme. D'accord, je vais prendre l'avis de Oumar sur cette question. Oui, il va devoir à un moment ressortir aussi sa personnalité. Je suis complètement d'accord avec Stéphane. Si j'ai posé cette question, c'est parce que, comme on en a l'habitude, on retourne la veste, d'accord, et puis on se positionne tôt pour montrer que, bon, on est là, il faut continuer. Oui, alors bon, c'est sûr que ça se dessine déjà. Oui, ça sera de la continuité, mais pas mécanique, comme l'a dit Stéphane Ayenokoso. Peut-être dans les grandes lignes, dans les grands axes à mettre en place, il y aura toujours cette envie-là de réformer, de mettre en place des infrastructures qui vont venir moderniser le pays, changer le visage de nos villes. Oui, ça, il y aura peut-être ça. Mais dans le quotidien, dans la manière donc d'aborder les sujets politiques, les sujets sociaux, il a sa personnalité, il a sa vision du monde également. Donc cela aussi va devoir ressortir à un moment et c'est tout à fait normal. Il ne saurait être Patrice Talon, on t'a dit Patrice Talon bis ou bien Patrice Talon prime, non. C'est Romuald Wadayi par les mêmes personnes qu'on a vu diriger depuis 20 ans. On ne saurait le dire, mais une chose est sûre, il ne pourra pas les écarter tous. Parce qu'ils ne sont pas prêts tous aussi à partir. Ils sont nombreux, ceux qui comptent. Non, pour les forcer à partir, non? Ou bien on a forcément besoin d'eux. Ou bien on a forcément besoin d'eux pour tenir la République debout. On a besoin de tout le monde pour tenir la République debout. Les anciens avec leur expérience. Les jeunes, les jeunes poussent avec leur fougue, leur dynamisme lié à leur jeunesse également. Tout ça aussi est nécessaire pour construire donc un pays. Et moi je pense que les autres n'étant pas prêts à partir, ils vont tout faire pour pouvoir donc être aux côtés de lui parce qu'il en a besoin aussi, il a besoin d'expérience. La preuve déjà, on met à côté de lui comme colistier, Madame Talata. C'est l'expérience qu'on met à côté de la jeunesse de M. Wadayi. Pas parce que jeunesse, pas parce qu'il n'a pas d'expérience. Voilà, c'est une jeunesse qui a beaucoup d'expérience, 10 ans, ne serait-ce que 10 ans dans la gouvernance d'un pays, c'est pas peu. Et au-delà de ça encore, c'est beaucoup de capacité sur le plan financier, sur sa capacité intrinsèque à mobiliser des ressources pour pouvoir donc moderniser le pays. Il a démontré déjà aux côtés du président Patrice Talon, et je pense que ça fait partie même peut-être l'une des raisons pour lesquelles le président de la République a décidé que ce soit lui aussi, enfin, le président de la République, je veux dire la majorité présidentielle, en accord avec certainement le président de la République, ont décidé que bon, il se peut
peut que ce soit, il est bon que ce soit M. Wadagne. Il a toutes ces compétences-là. Donc, il va devoir travailler avec tout le monde, en ressortant, lui, sa vision des choses, en ressortant, lui, sa compréhension du monde. C'est essentiel. Il ne saura être un Patrice Talon bis. Ça, je le dis et je le répète. C'est vrai que ça sera de la continuité, peut-être sur les grands axes, comme je l'ai dit, mais au-delà de ça, lorsqu'il s'agira peut-être de prendre des décisions sur le plan social, lorsqu'il s'agira de prendre des décisions sur le plan politico-politique, il va devoir ressortir sa personnalité, il va devoir ressortir sa compréhension des choses, sa vision du monde, oui. Je voudrais juste ajouter, hein, si tu le permets, je voudrais ajouter quelque chose à ce que vous m'avez dit, parce que c'est important en matière de ressources humaines. Vous savez, et le président Patrice Talon est d'une certaine race, parce que il a été dans le couloir politique, on va dire, sur une certaine durée. Bien sûr. Donc, il connaît tous ceux qui sont autour du pouvoir sur une certaine durée. Contrairement à Romuald Wadagne, qui est venu et qui n'a connu le système politique qu'à partir de Patrice Talon, parce que jusque-là, il n'était pas vraiment impliqué dans les sérailles de la gestion du pouvoir politique. Et je trouve que cet aspect-là peut aussi contribuer à faire une sorte de détachement. Parce que quand on n'a pas un ancrage plus ancien, on ne se sent pas forcément redevable pour retourner en arrière. Donc, il y a forcément une certaine classe qui pourra disparaître. Je fais l'analyse comme ça, on peut réfléchir sur ça après. Il y a une certaine classe qui va disparaître parce que forcément, l'autre ne se sentirait pas dans leur prolongement. Dans pas continuité. Voilà, dans l'action oui, maintenant, il peut peut-être par affinité décider de travailler avec certaines personnes, mais ce ne serait pas parce qu'il y a une sorte de liaison, d'ancrage qui se soit installée sur une certaine Permettez que je réagisse par rapport à ce que Stéphane vient de dire. C'est tout à fait juste, je suis complètement d'accord avec vous. Il n'a pas forcément les mêmes liens que Patrice Talon aurait pu avoir, par exemple, avec d'autres politiques. Parce que vous l'avez expliqué, Patrice Talon, il est dans l'arène politique, même sans être au devant de la scène. Il a été toujours avec eux en tant que bailleur, en tant, voilà, et de tous les bords en réalité. Donc il a fait ce travail-là. Donc ça fait qu'il y avait un lien entre eux. Romuald Wadagne peut-être n'a pas ce lien très direct avec eux, mais n'oubliez pas que Romuald Wadagne est né d'un père également qui était donc voilà. Mais cela aussi compte. Il n'y a qu'à regarder simplement lorsqu'il a été désigné candidat de la majorité présidentielle. Le premier qui le salue, qui dit voilà mon gars, je pense que bon, c'est un bon choix qu'ils ont fait finalement. Ça a été quelqu'un de l'opposition. Basile Arossi, il a adressé une lettre tout de suite pour reconnaître, voilà. Parce que, vous voyez, il n'y a pas de lien, mais en réalité, le lien aussi est là. Le lien peut se faire aussi par le biais peut-être de son père. Ça ne peut pas être aussi solide que peut-être Patrice Talon, aussi direct que Patrice Talon. Oui, ça va jouer, je suis complètement d'accord avec vous, mais il y a un petit lien aussi qui va faire que, bon, à un moment, il aura besoin de ces anciens-là parce qu'il les aurait connus, peut-être pas directement, par le biais de son père, par le biais des personnes qui l'ont devancé, avec lui-même, il a travaillé, donc il va se dire, bon, on a entendu parler de tel, il faut peut-être qu'il vienne, voilà, ainsi de suite, voilà. Moi, je pense que ça sera aussi. Mais le renouvellement de la classe politique, c'est plutôt naturel. Hein. Ça, à un moment, ça va se faire. La preuve, aujourd'hui, il y a peut-être 10 ans en arrière, qui aurait pu penser que c'était Wadagne serait candidat au Bénin? Qui aurait pu le penser? Voilà, donc le renouvellement, je pense que c'est plutôt naturel. Il y a tout ce travail-là aussi de réforme qui contribue également à renouveler la classe politique parce que quand il y a réforme, il y a forcément des réfractaires. Et lorsqu'il y a des réfractaires, parmi les réfractaires, beaucoup d'anciens aussi vont se retrouver dedans et qui vont se retrouver complètement écartés aussi. Donc ça aussi, ça fait partie du renouvellement de la classe politique. Évidemment. Très bien. Alors c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour donc faire ces analyses. Je crois qu'on va donc passer au deuxième sujet, alors qu'ils sont exactement 8h39 dans tout le Bénin. Je rappelle donc que vous suivez Matin d'Éden, à ceux qui sont sur la radio, oui, ceux qui nous suivent sur Diaspora FM 102.3. Vous suivez Matin d'Éden, c'est l'émission matinale de notre groupe de presse. Le deuxième sujet, tout le monde lutte contre, que dirais-je, on parle de la lutte contre la pauvreté, oui, lutte contre la pauvreté. Véronique Toyin-Fodé lance la phase 3 du microcrédit à la FIA. Lutte contre la pauvreté. Véronique Toyin-Fodé lance la phase 3 du microcrédit à la FIA. Stéphane Arinkhosou, microcrédit
Alafia, on parle de lutte contre la pauvreté. Est-ce que ça se sent réellement Évidemment, dans le pays? Évidemment, ça se sent. Vous savez, c'est un programme qui avait existé avant que ce régime n'arrive. C'est un programme qui avait été initié par l'ancien président de la République, le docteur Thomas Boni Yayi, et le président Patrice Talon, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a estimé que c'était quand même un programme très important. Il a pérennisé, il a essayé de réformer le secteur, d'y apporter un nouveau souffle. Ils sont passés à 100 000 aujourd'hui. Avec cette phase 3-là, ils sont passés maintenant à 200 000 francs. Et je trouve que c'est quand même très louable parce que ça contribue à améliorer le niveau de vie, n'est-ce pas, donc d'une certaine classe, n'est-ce pas, donc de notre société. C'est-à-dire que quand on prend les chiffres qui sont à mon niveau, si ces chiffres sont exacts, je me dis que nous sommes déjà à 49 milliards de francs CFA qui sont injectés dans ce système, et ça a impacté plus de 800 000 bénéficiaires, donc près de 82% des femmes sur le plan national. Et donc forcément, vous voyez, si 82% de femmes sur le plan national, vous voyez, ont été impactées par ce programme, c'est que forcément cela contribue à l'amélioration, n'est-ce pas, donc de leurs conditions de vie. Ces femmes qui avaient de petits commerces ont vu ces commerces grandir, et forcément cela va impacter le panier de la ménagère. Ces femmes qui n'avaient pas un système de gestion rationnelle de ces ressources-là, on leur a appris comment est-ce qu'il faut faire. Donc c'est que cela a contribué à améliorer leurs conditions de vie, cela les a impactés positivement. Cela fera donc, mais même qu'au niveau des cellules familiales, les questions de faim, les questions de malnutrition, les questions de finances, de gestion d'un certain nombre de choses vont quand même connaître une amélioration. Donc il faut saluer cette démarche du gouvernement et l'inviter à poursuivre, n'est-ce pas, donc dans cette dynamique-là. Et quand on voit l'effervescence qu'il y a autour, les femmes qui se ruent vers ce programme-là, c'est forcément que ça a son utilité sur le plan social. Et donc quand on dit que ce gouvernement n'est pas un gouvernement social, bon, quand on aborde cette question-là... C'est relatif? C'est relatif. C'est relatif, parce que ça, comment ne pas dire que cela n'est pas social quand ça impacte 82% des femmes à l'échelle nationale. C'est hautement social. Est-ce que Ouma Adéanjou c'est hautement social. Sera d'avis ou Je présume. Je suis complètement d'avis. J'ai toujours dit. Cette sociabilité n'est peut-être pas ce qu'on a connu par le passé, ce qui peut-être heurte les sensibilités. Oui, mais le peuple peut-être veut d'une autre sociabilité, ou du moins, quand on parle de social, souhaiterait avoir autre chose. Oui, ce régime-là, sur le plan social, je vais dire, est parti d'un mauvais pied dans sa communication surtout. Souvenez-vous, au début, la communication un peu trop centralisée, tout ça aussi a fait que finalement, on ne voit pas tous les aspects sociaux comment on appelle, du programme d'action du président Patrice Talon. Et le social, c'est être aussi au contact des populations. Et ça passe aussi par la communication. Souvenez-vous, au temps du président Boni Yayi, il était tout le temps avec les femmes. Je vous aime, mes femmes, merci, voilà. Et donc tout ça aussi, ça crée une certaine proximité, ce qu'on n'a pas forcément vu avec l'actuel régime. Donc ça fait que les gens pensent qu'il n'y a pas eu du social. Il y a beaucoup de social. Il y a par exemple ces jeunes filles à qui on donne régulièrement de l'argent par mois pour pouvoir les soutenir dans leur, comment on appelle, dans leur cursus scolaire. Les familles les plus pauvres à qui on envoie également de l'argent par transfert, comment on appelle, par téléphonie mobile, et ils reçoivent donc tous ces sous-là. Il y a beaucoup de social qui sont faits. Même les routes qu'on construit, il y a un aspect très social dans le fait qu'on construit des routes. Ça va désenclaver des régions de notre pays. Ça va leur permettre finalement de faire quoi? De pouvoir vendre très facilement leurs produits et de pouvoir donc générer plus de revenus. Ça aussi, c'est du social. Moi, je pense que le social, ça se fait. Et le microcrédit, je pense que c'est essentiel pour des États comme les nôtres aujourd'hui. Et cela, ça a été démontré depuis plus de 40 ou 50 ans en arrière
maintenant. Ça avait démarré avec, je crois, un économiste indien qui avait institué ces histoires de microcrédit. Et on a vu à quel point ça pouvait impacter les populations les plus vulnérables, les plus pauvres d'entre nous, les personnes qui n'ont pas forcément accès aux autres sources de financement. Vous savez, la dame qui vend du hablo les soirs au bord de la voie, ou bien celle qui vend, je ne sais pas moi, à manger au bord de la voie, ou qui a une petite boutique où elle vend diverses choses, oui. Elles n'ont pas forcément accès à tout ce qu'il y avait comme financement, on va dire, traditionnel dans le temps. Avec le microcrédit, c'est une forme de financement qu'on leur apporte et ça change véritablement la vie des gens dans le pays. Ça crée même des emplois parce qu'à partir de ces microcrédits-là, il y a certains qui arrivent finalement à créer des entreprises et finalement donc deviennent comment on appelle, des entrepreneurs et ils deviennent donc des employeurs. Ils prennent des employés, ainsi de suite. Donc, le microcrédit, sa capacité à aider la population, son côté très social n'est plus à démontrer. C'est essentiel. Il est bon qu'on puisse le poursuivre. C'est vrai que ça ne date pas seulement de ce régime, mais ça avait démarré avec l'autre régime. Et ça, moi, je le reconnais aujourd'hui. Ça a été vraiment un véritable, comment on appelle, un coup de génie que de mettre en place ce microcrédit-là au temps du président Boni Yayi. Je veux dire, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de difficultés dans le temps, notamment dans le recouvrement des fonds qu'on prêtait aux gens. C'était un peu compliqué. C'était un début. Mais avec ce régime, on a vu que bon, les choses peuvent être mieux faites, les choses peuvent aller de l'avant, on peut recouvrer les sous. Voilà. Donc, on a essayé d'améliorer, on a continué ce qui marche en essayant donc d'apporter du neuf, ne serait-ce que dans la gestion des fonds. Je pense que c'est quelque chose de très important, que ce soit renouvelé. Moi, je pense qu'on devrait même peut-être l'instituer, les mettre dans comment on appelle. Parce qu'au Bénin, on en a besoin. Les bonnes dames qui vont prêter 50 000 francs, vous voulez qu'elles aillent prêter 50 000 francs où? Voilà, donc c'est le microcrédit et l'État doit pouvoir le prendre en main. Je pense que ça fait partie de comment on appelle, du devoir régalien de nos autorités, étant de la même manière qu'ils doivent donner de l'eau aux populations, de la même manière qu'ils doivent apporter l'électricité aux populations. Je pense que ça aussi fait partie de ce qu'ils doivent prendre à bras le corps et peut-être même l'inscrire dans nos lois et dire, bon, à partir de maintenant, ça fait partie du devoir donc des autorités, de tous ceux qui seront élus, de pouvoir aider, à continuer à aider les populations dans ce sens-là. On leur prête de l'argent parce que les autres institutions ne voudront pas leur prêter. C'est des personnes avec beaucoup de risques. Et puis, il y a eu beaucoup de réformes dans cette histoire-là. Le taux d'intérêt aujourd'hui a complètement chuté. Je crois qu'on parle de 8% ou quelque chose. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'efforts que les autorités font dans ce sens-là. Mais malheureusement, ce régime a sa manière de communiquer. Ça fait que, bon, finalement, ce n'est pas toujours visible tout ce qu'ils font sur le social. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec Stéphane. Il y a beaucoup de social qui sont faits, mais bon, on ne communique pas autour. Oui, je voudrais juste ajouter que, bon, on a été à l'ère où on est à l'ère de la communication. Le thème a été refusé finalement. De la normocommunication. Bon, et ça, évidemment, il y a de très belles choses qui sont faites, mais qui ne sont pas vraiment connues. Sinon, je me dis que s'il y a un gouvernement qui a vraiment investi dans le social, c'est quand même le régime. Le régime Talon, ils ont beaucoup fait. Argumenter. Ils ont beaucoup fait. Argumenter. Oui, j'argumente tout simplement. Je parle de notre sujet de ce matin. Voyez-vous, quand on a initié un programme qui a impacté près de 82% des femmes, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Quand vous êtes d'une région comme la mienne, quand vous venez des collines et que pour avoir de l'eau, c'est la croix et la bannière et qu'aujourd'hui, il y a un dispositif, des dispositifs sont mis en place de manière à ce que vous avez accès à l'eau et quand on facilite la tâche à mes parents d'avoir facilement accès à l'eau, je pense que c'est quand même du social. Quand on donne à manger aux enfants dans les écoles primaires, publiques, les cantines scolaires, quand vous êtes issu d'une famille relativement modeste et vous savez les conditions de vie de certains parents, vous savez un peu de quoi je parle, où les enfants sont obligés de parcourir des kilomètres, d'accord, et revenons leur dit, tu ne prends rien le matin, tu finis, tu cours
Tu cours, tu viens à la maison, maman te recycle la pâte rapidement, tu manges et tu repars. Et aujourd'hui, quand tu as la possibilité de rester et de manger, je pense que c'est beaucoup. Quand on est en haut et qu'on n'a jamais vécu un certain nombre de choses, on se dit, bon, ok, c'est rien du tout. Mais quand on a vécu un certain nombre de choses, on se dit que ça fait beaucoup de voir que des enfants sont nourris à l'école et on leur permet, on leur évite, n'est-ce pas, donc le stress, je pense que c'est beaucoup. Quand on fait en sorte que des enfants sont maintenus à l'école, je pense que c'est beaucoup. Aujourd'hui, quand vous voyez le système éducatif, vous voyez... Quand on donne de l'argent à des filles à l'école sur leur compte Momo, oui, il y a aussi un programme comme ça, non? Oui, il y a un programme comme ça où on donne de l'argent aux jeunes filles issues de familles pauvres. Issues de familles pauvres. Je pense que ce n'est pas petit. Aujourd'hui, lorsque tu mets ton enfant dans une école publique, dans un collège public, dans un lycée public, tu es rassuré de la formation, tu es rassuré de la présence au quotidien de l'instituteur ou du professeur en salle. Je pense que c'est la pagaille qui s'observait dans ce milieu où les gens désertaient les écoles publiques. Ça ne se passe plus aujourd'hui. Vous voyez les rendements que produisent aujourd'hui les écoles publiques. Quand on voit toutes ces choses, c'est-à-dire que ça n'impacte pas ceux qui sont d'une certaine classe, forcément, parce qu'eux, ils ont les moyens d'inscrire leurs enfants dans des écoles, je ne veux pas des écoles privées. Des écoles privées. Mais quand vous êtes issu d'une certaine classe, vous savez que aller dans une école publique, ça c'est la plus grande chance que l'État peut offrir à une certaine classe de la société. Donc tout ça là, ce n'est pas petit. Dire que le gouvernement là n'a pas investi dans le social, je pense que ce serait un péché. C'est vrai que tout n'est pas rose. Il y a des choses qui auraient pu être faites, qui ne sont pas faites, d'accord, mais il y a beaucoup qui a été fait et il faut saluer ce qui se fait par ce gouvernement. Parlant de ce qui devrait être fait, qui n'a pas été fait, par exemple, il y a l'assurance, non? Il nous avait parlé. Oui, l'assurance. Une assurance. Oui, à travers Arche. Oui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont prises en charge. Vous avez travaillé sur une question d'assurance. Oui, Arche, l'assurance, et j'oublie un peu pour le renforcement du capital humain. Assurance pour le renforcement du capital humain. Surtout pour les journalistes. Oui, on n'a pas vu quelque chose. Pour les journalistes, ça c'est un autre débat aussi. Mais permettez-moi d'argumenter un peu. Parlons-en quand il dit des choses qui auraient pu être faites. Permettez-nous d'embrayer sur ça. Bon, je vous donne quelques secondes. Voilà, quelques secondes pour finir ce que j'avais à dire. L'autre chose que j'aimerais ajouter par rapport à Stéphane, c'est que vous avez oublié par exemple le fait que dans notre pays, il y a des personnes extrêmement pauvres qui sont aujourd'hui prises en charge par l'État pour 75% des pathologies les plus courantes dans notre pays. Ça, il faut pouvoir le signifier aussi. Ne serait-ce que le paludisme, déjà, c'est un poids que vous enlevez des épaules des populations. Quand vous leur dites, oui, pour votre paludisme, là, désormais, vous venez à l'hôpital, vous ne payez rien, mais les gens sont soulagés. Évidemment. Quelle est la maladie qui frappe le plus chez nous? C'est le paludisme. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, sont plutôt soulagées, ne serait-ce que par rapport à 75% des pathologies les plus courantes. C'est quelque chose de très essentiel qu'il faut aussi souligner. Et le social, aujourd'hui, sous Patrice Talon, ce qui est différent aussi par rapport à d'autres régimes, c'est que le clientélisme qui accompagnait le social n'existe plus aujourd'hui. C'est qu'on fait du social vraiment pour faire vraiment le social et on n'attend rien en retour sur le plan politique. C'est vrai, d'autres m'ont dit oui, mais pourquoi c'est maintenant? Oui, c'est vrai, ça aussi c'est possible. Il y a toutes ces idées-là derrière dans la tête des gens, c'est des politiques aussi. Mais ne serait-ce que depuis le début, on a vu qu'ils n'ont pas voulu associer le social qu'ils font à une certaine quête de popularité. Ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais fait. La raison même, ce qui le prouve, je veux dire, c'est le fait qu'on dit aujourd'hui qu'ils ne communiquent même pas eux-mêmes sur ce social-là, au point où c'est pas visible. On a cité pas mal d'éléments sur ce plateau ce matin que beaucoup de personnes peut-être même ne sont même pas au courant de ça. Des jeunes filles qui reçoivent de l'argent par mois, des familles extrêmement pauvres qui sont prises en charge donc en ce qui concerne 75% des pathologies, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites. À travers également le projet H, il y a des artisans qui sont formés, des mécaniciens, des couturiers, enfin, beaucoup de formations sont faites dans ce cadre-là. Ça aussi, c'est du social. Plutôt que de leur peut-être de leur donner de l'argent, de leur, comment on appelle, de leur donner du poisson à manger, on leur apprend finalement à pêcher, on leur donne finalement un métier, on leur apporte des éléments qui vont leur permettre d'être donc des artisans qui peuvent rivaliser avec d'autres de la sous-région. Et ça, c'est un travail qui a été fait à travers aussi
aussi le projet H Formation notamment. Donc c'est quelque chose de très important de revenir sur le social. Maintenant, je ne sais pas quelle question vous me posez, j'ai oublié finalement. Oui, j'ai dit, on attendait l'assurance qu'on nous avait promis. Oui, la couverture maladie, la couverture maladie universelle. C'est vrai que tout le monde l'a espéré. Moi aussi, je l'ai espéré. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'espère. Depuis le temps du président Bouni-Yahi, si vous vous en souvenez, je crois au temps du président Bouni-Yahi, on parlait de RAMU, un truc comme ça. Voilà, le RAMU n'a pas abouti. On est finalement revenu à Arche. Arche, finalement, est aussi, bon, c'est pas complètement fini, mais on prend en charge finalement les plus pauvres, les extrêmes pauvres. Bon, c'est déjà une petite avancée, mais à la longue, il faut que ça arrive. Pour que peut-être même des professions comme la nôtre aussi soient, je ne vais pas dire, comment on appelle, isolées, mais qu'on puisse nous trouver une petite formule aussi. Parce que regardez toute la période là, combien de journalistes sont partis? Dans les budgets de l'État, on a promis de l'aide à la presse, on a promis ceci à la presse, ça n'est jamais arrivé. Ne serait-ce que penser peut-être une petite politique de couverture maladie universelle pour les journalistes aussi, ça serait assez intéressant. Quand on sait comment est-ce que les organes de presse aujourd'hui survivent, je ne vais pas dire vivre, survivre, on doit pouvoir peut-être penser à ça un tout petit peu. Même survivre, c'est déjà trop gentil. C'est compliqué, vous voyez, c'est très compliqué pour les organes de presse. Les promoteurs font beaucoup d'efforts, mais les publicités, il n'y en a pas beaucoup. Parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi sur ce plan-là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Il y a beaucoup de règles très strictes qui viennent donc de la haute autorité de l'audiovisuel. Pas que ces règles-là sont mauvaises, non, c'est de bonnes règles, mais ça a des conséquences. Donc, il faudrait que l'autorité aussi prenne en compte tout cela et se dise, voilà, c'est vrai qu'on leur demande beaucoup de choses, notamment à ne plus faire, qui leur apportaient de l'argent par le passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Malheureusement, la presse n'est même pas visible. On ne note même pas une petite ligne pour la presse dans les différents budgets qu'on vote donc pour la gouvernance du pays. Il y a un petit souci, l'aide à la presse privée, ça n'est jamais arrivé. Voilà. Très bien. Oh ben, merci. Merci à vous. Je vais observer une courte pause avec la permission de Rebecca. Je vais revenir après pour l'horoscope avant qu'on ne fasse l'actu décalé. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je pense que... Non, je pense que... Parce que je vous ai donné l'occasion quand même de parler de nous, hein, mais bon, vous n'en avez pas parlé. Non, j'ai dit un petit mot, peut-être Stéphane va en dire plus. Je ne sais même pas si dans le budget 2025-2026, ou dans le budget de 2026, le gouvernement a prévu quelque chose pour la presse. Mais je pense que j'ai lu un journal qui a dit que par rapport à l'aide de l'État à la presse privée, le bout du tunnel n'est plus loin grâce au management, n'est-ce pas, donc du président de la Hague. J'ai lu une titraille comme ça ce matin. On espère. J'ai appris même qu'ils ont fait l'état de lieu de la maison des médias à rénover. Moi j'ai espoir avec ce qui se fait aujourd'hui à la Hague. J'ai espoir que dans les mois ou années à suivre, on va véritablement penser à nous et restructurer le secteur de manière à ce que quand on dit qu'on est journaliste, on soit fier et quand on dit même que pour être considéré comme journaliste, il faut véritablement vivre de ça. Voyez-vous, le soubassement sur lequel on est, ce soubassement-là, non pas par la faute des journalistes, mais peut-être c'est par la faute du système qui est mis. Oui, il n'y a pas de mesure pour accompagner ce que les journalistes voilà, donc il faut bien qu'on y arrive pour que vraiment on se sente bien. Comme journaliste, quand il sent un malaise, qu'ils disent, bon, ok, je vais en France pour faire mon check-up. Pourquoi il y a le chic désormais. Non, nous on n'a pas droit aux belles choses. C'est quoi le problème? Un journaliste qui ira faire check-up en France. Oui, mais vous me faites rêver, mon gars. Mais il faut qu'on y arrive quand même. Vous savez, au départ aussi, tout comme vous, j'étais plein d'espoir. Lorsqu'on avait nommé quelqu'un qui connaissait la maison, je me disais, paf, c'est bon. C'est l'un de nos doyens qui est désormais là-bas. Mais avec le temps, on n'entend rien. Beaucoup, il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Pour la presse. Parce qu'en fait, l'aide à l'État, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et dans l'aide, il y aura des formations pour les journalistes. Il y aura également la maison des médias rénovée. Il y aura les fêtiers qui auront droit peut-être à un truc là. On va faire venir peut-être quelqu'un de la HAC ici pour nous expliquer. Mais Mori Agua, moi je veux du concret.
qu'on fasse des choses qui vont permettre aux Vous voulez promoteurs... des enveloppes, c'est ça, dans l'aide de la presse? Non, pas forcément. Ça, c'est concret. Oui, ça peut être du concret, mais je ne parle pas de ça. Je ne suis pas en train de quémander de l'argent. Non, je ne dis pas de donner de l'argent directement aux journalistes, mais qu'on fasse quelque chose pour les promoteurs afin que cela rejaillisse finalement sur notre paye. Oui, c'est essentiel. Écoutez, ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est du concret. On peut même demander de donner de l'argent aux journalistes, aux médias. Est-ce qu'on ne donne pas de... Demandez, le président vous suit. Est-ce qu'on ne donne pas de l'argent aux formations politiques? C'est nous qui allons couvrir. C'est pas le chef de file de l'opposition, par exemple, il reçoit beaucoup de centaines de millions. Pourquoi on n'organise pas pour dire, bon, la HAC donne une enveloppe à tel organe de presse? C'est le quatrième pouvoir, dit-on. On n'en a pas besoin. C'est le quatrième pouvoir. Et nous travaillons à assouvir un devoir qui est un droit essentiel des populations, le droit à l'information. Ce que nous faisons chaque matin ici, là, et qu'on nous permet de faire, c'est parce qu'ils savent que la population en a besoin pour pouvoir comprendre les enjeux des grands événements qu'il y a donc qui ont cours dans le pays. Et donc, à partir de là, ils doivent savoir que nous aussi, on fait un travail qui est essentiel dans la gestion d'un pays, qui est essentiel. Donc, à partir de là, il faut nous prendre en compte, il faut pouvoir des lignes aussi pour la presse dans les budgets. Et j'ai même envie de dire que dans les réformes qui sont en train d'être mises en place, je ne suis pas forcément au cœur des réformes, je ne maîtrise pas, mais je sais que ceux qui sont là et qui pilotent ces réformes-là ne vont pas mettre en place un système d'aide, parce que je suis ceux qui pensent que l'aide n'a jamais aidé à aider quelqu'un. Oui, moi je ne suis pas du tout donc, de cela. Il faut mettre en place un système qui pourra rendre... Un système de liste. De liste, on vient imaginer. Non. Un système qui rendra véritablement les organes de presse autonomes, les journalistes indépendants. Merci. Le président va vous répondre, je suis sûr, dans quelques heures. Il nous suit beaucoup. Un système qui va rendre les journalistes indépendants.